Bonjour à tous. Alors, on va prendre aujourd'hui des lois concernant Bdikat Hametz. Bdikat Hametz et Bio Hametz, qui veut dire la destruction du Hametz. Alors, il faut savoir que la fête de Pessah est une fête assez particulière et il y a des choses qui sont un peu plus sérieuses et plus graves que dans d'autres fêtes. Parce que, par exemple, dans d'autres fêtes, il y a des mitzvot qui sont relatives à la fête, mais qui sont applicables pendant la fête, non pas avant ni après. Alors que Pessah, il y a une mitzvah, des mitzvot et des interdits qui sont valables avant la fête et après la fête. C'est la mitzvah et l'interdiction de posséder du chametz et le commandement de détruire le chametz. Par exemple, si quelqu'un il a envie de respecter Pessah vraiment de la manière la plus stricte possible et la plus orthodoxe possible, et il va acheter les meilleurs matzot, il va faire boire les matzot le soir du seder, les 4 verres de vin, le maror, il va faire attention à ne surtout pas manger ne serait-ce qu'un résidu de chametz pendant tout Pessah, il va bien respecter toutes les lois du Yom Tov pendant les 2 premiers, les 2 derniers jours, etc. etc. Mais qu'il a omis de détruire son chametz avant Pessah, eh bien, il se retrouve à transgresser de graves interdits. Et donc, on va voir que, d'après la Torah nous demande d'avant Pessah déjà, penser à ce qui va se passer pendant Pessah et détruire son chametz. C'est la mitzvah de Hashbata, qui veut dire détruire le chametz. Et cette mitzvah s'applique déjà avant Pessah. On peut la faire jusqu'à le jour d'avant Pessah, donc le 14 du mois de Nissan, au milieu de la journée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire détruire son chametz? Alors, aujourd'hui, ce qu'on va apprendre, c'est les lois de la bdikat chametz, de la recherche du chametz qu'on effectue la veille de Pessah. Et on va d'abord introduire et expliquer globalement c'est quoi la mitzvah de rechercher son chametz, pourquoi est-ce qu'il y a une mitzvah de rechercher son chametz, et quels sont donc les détails de cette mitzvah-là. Alors, tout d'abord, comme on l'a dit déjà, il faut savoir que la Torah lui demande de détruire son chametz avant Pessah. Pour la Torah, détruire son chametz, ça veut dire, avant Pessah, tout simplement l'abandonner. L'abandonner, ça veut dire considérer que tout le chametz qui est en ma possession, eh bien, il n'est plus à moi. Il ne m'appartient plus. Je me détache complètement de ce chametz. Il n'est pas dans ma possession. Il est libre comme l'air. Il est libre, il est aussi disponible à tout le monde que la poussière qu'on peut trouver dans la terre, que tout ce qui se trouve dans la terre, ça ne m'appartient pas du tout. Et donc, ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas de lien avec ce chametz. Et même s'il est encore dans ma maison, il ne m'appartient plus. Du moment que ce chametz ne m'appartient plus du tout, je l'ai complètement annulé, pour moi, il n'existe pas, eh bien, c'est pas considéré comme si que j'ai du chametz. Et même s'il reste dans ma maison, eh bien, c'est pas considéré comme si qu'il est à moi. Je ne transgresse plus l'interdit de posséder du chametz. Toutefois, les chachamim ont quand même voulu à ce que la maison soit complètement vide de chametz. Et l'annulation simple de la Torah ne suffit pas, d'après les chachamim, et ils ont donc imposé de faire disparaître et de détruire physiquement le chametz qui se trouve dans la maison. Pourquoi? Pourquoi est-ce que annuler le chametz et considérer que le chametz ne m'appartient plus du tout, eh bien pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? Pourquoi est-ce que les chachamim ont rajouté, les sages ont rajouté une barrière à cela et ont voulu que tout chametz soit détruit ou disparaisse physiquement? Eh bien pour deux raisons. Premièrement, parce que quand on dit à quelqu'un d'effacer le chametz dans son cœur et considérer qu'il n'existe plus et l'abandonner complètement, eh bien, c'est quelque chose qui dépend de la conscience de chacun. Et c'est quelque chose qui va dépendre de l'intention et du cœur que chacun va y mettre. Et les chachamim ne veulent pas se porter garant de l'intention réelle de chacun. Et si par malheur quelqu'un avait simplement dit le texte d'annulation,
mais n'avait pas réellement pensé à annuler tout son Hametz qui se trouvait chez lui, et il aurait peut-être oublié ne serait-ce qu'une partie du Hametz, qu'il n'aurait pas sincèrement et vraiment annulé et ne s'en était pas vraiment détaché, eh bien il transgresserait l'interdit de posséder du Hametz. Et donc, les Chachamim ont demandé à ce qu'il soit complètement détruit physiquement. Deuxième raison, c'est parce que même si une personne a bien pensé et a bien tenu à ce que son Hametz, il a pensé vraiment à tout le Hametz qu'il possédait et il l'a complètement annulé, il l'a détaché de sa possession, il ne lui appartient plus, il n'a plus aucun sentiment de possession sur ce Hametz-là. Très bien. Mais à ce moment-là, pendant Pessah, il se retrouve devant un bon gâteau, un morceau de Hametz. Alors, il ne lui appartient plus. Mais du fait de l'habitude de manger ce genre d'aliments pendant l'année, que ce soit un gâteau, que ce soit un morceau de pain, que ce soit quelque chose qu'on a l'habitude de manger, eh bien, du fait qu'il a cette habitude de manger, même s'il n'a pas conscience que ça lui appartient, parce qu'il s'est détaché de sa possession, mais il peut en arriver à le manger, même sans faire exprès, même s'il ne lui appartient pas. Et donc, il ne va pas transgresser l'interdit de posséder du Hametz, mais il va transgresser peut-être l'interdit d'en manger. Et c'est interdit de manger du Hametz, même s'il ne nous appartient pas. Et donc, pour ces deux raisons-là, les Chachamim ont demandé à ce que le Hametz soit détruit avant Pessah. On pourrait se poser la question, si on fait tellement d'efforts à détruire le Hametz, et à le faire disparaître totalement de sa maison jusqu'à ce qu'il n'en reste plus même une miette ou une micro-miette, pourquoi donc avons-nous l'obligation donc de faire ce que la Torah nous demande et de annuler verbalement le Hametz et penser sincèrement à se détacher de toute possession du Hametz puisqu'on n'en a plus. On n'a plus aucun Hametz. Et que celui qui posséderait encore un tout petit peu de Hametz transgresserait la parole des Chachamim. Donc on n'a pas le droit de posséder du Hametz. Si je n'ai pas le droit de posséder du Hametz, pourquoi est-ce que j'ai l'obligation de l'annuler verbalement et de m'en détacher et de l'abandonner au public? Eh bien, pour deux raisons. Peut-être tout simplement qu'il ne va pas trouver certains Hametz. Il y a un Hametz caché dans la maison qu'il n'a pas réussi à trouver, malgré tous ses efforts. Malgré tous ses efforts, il y a un Hametz qu'il n'a pas réussi à trouver. Et donc à ce moment-là, il y aura quand même un Hametz qui lui appartient et qu'il n'a pas réussi à détruire. Donc celui-là, il va être annulé et il va être détruit par la pensée. Ou bien, on peut imaginer le cas où une personne s'est dit bon, je détruis tout le Hametz, mais je garde encore un peu un Hametz que j'ai le droit de manger jusqu'à l'heure limite. Il y a l'heure limite à laquelle on n'a plus le droit de manger le Hametz. Donc je vais garder un petit morceau de Hametz que je vais garder jusqu'à l'heure limite pour le manger. Et puis il s'est passé qu'il n'a pas pu le manger, il a passé à autre chose. Et donc ce Hametz se retrouve dans la maison pendant Pessah. Il n'a pas pu le manger, maintenant il ne peut plus le manger. Donc vaut mieux toujours, en plus de la recherche, la destruction totale du Hametz de la maison, quand même annuler le Hametz et le détruire verbalement et mentalement. Donc, on a vu qu'en plus de détruire le Hametz verbalement et mentalement, les Chachamim ont demandé de détruire le Hametz physiquement. Et pour détruire ce Hametz physiquement, ils ont instauré le fait de faire une recherche du Hametz la veille de Pessah. Donc la veille du 14, la nuit du 13 au 14 Nissan, eh bien, on va rechercher le Hametz. Pourquoi le soir? Parce que tout le monde se trouve dans la maison, c'est le soir, c'est le meilleur moment pour être aidé, pour être ensemble à faire cette recherche. Et parce que les Chachamim ont estimé que la meilleure recherche peut se faire à la lumière d'une bougie. À la lumière d'une bougie, on verrait mieux qu'à la lumière du jour. Donc c'est particulièrement le soir avec l'aide d'une bougie qu'on va rechercher ce Hametz. Et donc ça s'appelle l'Abdikat Hametz. Alors, maintenant qu'on a fait cette introduction, on va se pencher maintenant sur les lois de la bracha qui précède l'Abdikat Hametz. Et on va voir que dans cette bracha-là, eh bien, on va réussir à comprendre vraiment le sens profond de cette
mitzvah-là, et qu'est-ce que cette mitzvah de Bdikat Hametz contient vraiment. Alors, on va étudier à partir du Shulchan Aruch Admor HaZaken, dans le Siman, Tav Lamed Bet. Alors, voici ce que nous dit le Admor HaZaken. Avant de commencer à rechercher le Hametz, comme avant de commencer n'importe quelle autre mitzvah, on doit faire une bracha. Même une mitzvah qui est Midivrei Sofrim, qui est instaurée par les Chachamim, comme l'Abdikat Hametz, on l'a vu, le fait de rechercher le Hametz est un décret des Chachamim, puisque la Torah se suffit uniquement d'annuler le Hametz, le détruire mentalement et verbalement. Et bien même si c'est une mitzvah qu'ont instauré les Chachamim, on va quand même faire une bracha en disant, en remerciant Hachem qui nous a sanctifiés et nous a donné le mérite de pouvoir faire cette mitzvah de détruire le Hametz. Et qu'est-ce qu'on va bénir? Quelle bracha on va faire? Alors, la bracha, elle se rapporte à l'action qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire actuellement? On va rechercher le Hametz. Alors, on devrait dire la bracha al bdikat Hametz. Et pourtant, on va dire la bracha al bi'ur Hametz. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Béni tu es Hashem, le roi du monde, qui nous a sanctifiés et qui nous a donné le privilège de faire cette mitzvah de détruire le Hametz. Alors, bien qu'actuellement il n'est pas en train de détruire le Hametz, c'est vrai, il va seulement rechercher le Hametz. La destruction du Hametz va se faire après. Quand il va annuler le Hametz verbalement après la recherche, et le lendemain, quand il va mettre tout ce Hametz là au feu, qui va vraiment le détruire, c'est là qu'il va vraiment le détruire. Là, ce soir, il va seulement rechercher le Hametz. Mais il va quand même dire Al bi'ur Hametz, mentionner la bracha de destruction du Hametz. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que juste après la recherche, quand il a fini de chercher le Hametz, qu'il a trouvé tout le Hametz dans la maison, à ce moment-là, il va dire la fameuse phrase qu'on dit en araméen, la fameuse phrase qui annule le Hametz, et qui, d'après la Torah, est considérée comme une destruction, qui est considérée comme un bior. Alors, ce n'est pas suffisant, parce que les Chachamim estiment que cette destruction n'est pas suffisante. Il faut également le détruire physiquement, mais c'est déjà un début. C'est déjà un début. Et donc, cette annulation qu'on va faire verbalement, elle est appelée une destruction, et elle est valable, par exemple, pour tout le Hametz qu'on n'a pas pu trouver. Eh bien, c'est cette phrase-là, ces quelques mots qu'on dit en araméen, cette destruction verbale, c'est elle qui va être valable pour ce Hametz qu'on n'a pas pu trouver. Ensuite, une fois qu'il a fait la bracha, donc il recherche le Hametz, le Hametz qu'il a trouvé, il le cache, et le lendemain, il va le brûler, et il va le détruire complètement physiquement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la destruction du Hametz. Pourquoi est-ce que on ne fait pas la bracha al bdikat Hametz? Donc, pour résumer, la destruction du Hametz se fait en 3 étapes. On commence par la recherche du Hametz. Ensuite, on va détruire le Hametz verbalement, le soir même, juste après la recherche. Et le lendemain, on va détruire le Hametz physiquement. Donc, on commence par la recherche et on finit par la destruction physique. Et évidemment, comme c'est un long processus, eh bien, on va faire la bracha au début du processus. Donc, c'est pour ça qu'on fait la bracha avant la recherche. Mais ce qu'on va mentionner dans la bracha, ce n'est pas la recherche même, parce que la recherche même n'est pas la mitzvah. La mitzvah est de le détruire. Donc, dans la bracha, on va mentionner le fait de détruire le Hametz. Et en fait, la bracha qu'on fait la veille se rapporte à ce qu'on fait le lendemain. Le lendemain, quand on va brûler le Hametz. Mais on fait la bracha le soir parce qu'on fait la bracha au début du processus, qui commence à la recherche du Hametz. La preuve en est, celui qui a vérifié, qui a recherché le Hametz, qui a cherché le Hametz dans toute la maison, mais qui ne l'a pas détruit, et c'est comme si qu'il n'a rien fait. Ce Hametz, il est toujours là et il va transgresser la parole des Chachamim et de la Torah de posséder du Hametz. Donc, rechercher du Hametz en soi, ce n'est pas une mitzvah. Rechercher une Hametz en soi ne va pas le sauver de
l'interdiction de posséder du Hametz. C'est seulement la destruction du Hametz qui est importante, et c'est pour ça que dans la bracha, on va mentionner la destruction du Hametz et non pas la recherche. La recherche, encore une fois, est un moyen pour pouvoir détruire le Hametz. Très bien. Maintenant, en ce qui concerne cette bracha, cette mitzvah-là de détruire le Hametz. Cette mitzvah, c'est une mitzvah qui arrive une fois par an. C'est une mitzvah qu'on fait que uniquement à la fête de Pessah. Il aurait donc été logique que pour une mitzvah qui arrive une fois dans l'année, pour une action qu'on va faire une seule fois dans l'année, on dise la bracha de Shechianu. Et pourquoi pas? C'est une mitzvah qu'on a le mérite de faire une seule fois. Alors, pour la première fois qu'on fait cette mitzvah de Biur Hametz, on devrait dire la bracha de Shechianu. Mais on ne dit pas la bracha de Shechianu. Pourquoi? Tout simplement parce que la recherche et la destruction du Hametz fait partie de la fête de Pessah. Ça fait partie des préparatifs, et pour pouvoir passer la fête de Pessah comme il faut, sans transgresser l'interdiction de posséder du Hametz. Et donc, quand on dit la bracha de Shechianu sur la fête de Pessah, on va dire le soir de Pessah dans le Kiddush, que les femmes vont dire dans l'allumage des bougies, eh bien, on va inclure tout ce qui a trait à la fête de Pessah, et donc le Biur Hametz aussi est inclus dedans. C'est pour ça qu'on ne dit pas la bracha de Shechianu pour la bracha de Biur Hametz. Maintenant, nous allons s'intéresser sur la formulation qu'ont choisi les Chachamim sur cette bracha. On voit bien qu'il y a écrit Al Biur Hametz. Alors, dans les brachot à mitzvot, les brachot qu'on fait avant de faire une mitzvah, il y a deux formulations possibles. On peut dire ou bien Al Biur Hametz, je remercie sur l'action de faire la destruction du Hametz, sur le fait de détruire le Hametz, ou bien j'aurais pu dire je remercie Hachem qui nous a ordonné de détruire le Hametz. En hébreu, ça va donner Al Biur Hametz, sur le fait de détruire le Hametz, ou bien Levaer Hametz, de brûler le Hametz. On voit bien qu'il y a certaines mitzvot où on va employer uniquement le verbe, et on ne va pas dire l'action de faire. Par exemple, la mezouza. Quand on veut fixer une mezouza, on va dire Likboa mezouza, qui nous a ordonné de fixer une mezouza. Alors qu'on aurait pu dire qu'il nous a ordonné du fait de fixer une mezouza. Al Kiyat mezouza. La différence, elle est très simple. Quand on fait la bracha avant de faire la mitzvah, eh bien on va dire le verbe uniquement, qui nous a ordonné de faire cela. Et juste après avoir dit qu'il nous a ordonné de faire cela, on va faire l'action. Mais quand au moment de la bracha, on est déjà impliqué dans l'action, eh bien, on ne peut plus dire de faire parce qu'on est déjà en train de le faire. Donc on ne peut pas dire qu'il nous a ordonné de le faire, on est déjà en train de le faire. Donc on va dire qu'il nous a ordonné sur le fait de faire cette action-là. Et on va reprendre les deux exemples de mezouza et de Biur Hametz. Likboa mezouza, eh bien, avant de poser la mezouza, on ne l'a pas encore posée, donc l'action est à venir. Et donc on va dire, Tivanu, Likboa mezouza, qui nous a ordonné de fixer la mezouza. Et ensuite, on fixe la mezouza. Al Biur Hametz, au moment, et c'est ça qui est intéressant, au moment où une personne fait la bracha, au moment où elle a réuni toute sa famille, où elle a allumé la bougie, où elle a déjà dispersé les morceaux, où elle s'apprête à aller rechercher ce Hametz, eh bien à ce moment même, elle se trouve déjà dans un esprit de vouloir annuler et détruire ce Hametz-là. Et donc, la recherche du Hametz et la destruction du Hametz a quelque part déjà commencé. Et c'est pour ça qu'au moment où il fait la bracha, il se trouve déjà dans l'action. Et c'est pour ça qu'il va dire Al Biur Hametz, qui nous a ordonné sur le fait de détruire ce Hametz-là, sur ce que je suis en train de faire maintenant. Donc, le langage de la bracha est précis, c'est Al Biur Hametz et non pas Levaer Hametz. Toutefois, ce choix grammatical est d'une certaine importance, mais pas suffisamment important pour annuler une bracha. Si quelqu'un a fait une erreur et a dit Levaer Hametz au lieu de Al Biur Hametz, il n'aura pas besoin de recommencer. C'est valable également d'une autre manière. Mais de manière générale, il est important de faire attention aux choix que les Chachamim ont fait sur la prononciation du bracha, que ce soit dans une bracha pour la mezouza ou que ce soit pour Biur Hametz.
Maintenant, prenons le cas d'une personne qui a oublié de faire la bracha. Tellement enthousiaste du fait de rechercher le Hametz avec toute la famille, avec toute la solennité qui est autour de cet événement, il a commencé à rechercher le Hametz et a oublié de faire la bracha. Ça peut arriver. Alors, évidemment, si il a fini de rechercher le Hametz, il a tout fini, il a tout recherché, ça y est, il a les 10 morceaux de pain, il est content, il considère que tout le Hametz de la maison, il a été trouvé. Il n'a pas trouvé d'autre Hametz, et il s'apprête maintenant à enfermer tout le Hametz qu'il a trouvé dans un sac, le garder pour le lendemain, et il va conclure la recherche du Hametz, et là il se rappelle qu'il n'a pas dit la bracha. Alors évidemment, il ne pourra pas dire la bracha. Pourquoi? Parce que on bénit Hachem sur le privilège qu'il nous a donné, un commandement qu'on va faire. On ne peut pas dire à Hachem qu'il nous a ordonné de faire telle action et ensuite de rien faire, puisqu'il va rien faire, il ne va pas rechercher le Hametz puisqu'il a déjà cherché. Donc celui qui a vraiment terminé de rechercher le Hametz ne pourra pas refaire la bracha. Par contre, s'il n'a pas fini de rechercher le Hametz, même s'il lui reste une pièce ou un recoin ou un tout petit trou dans lequel il pense peut-être y avoir une miette de Hametz, à ce moment-là, même si c'est un tout petit endroit, eh bien, il peut encore faire la bracha. Il peut faire la bracha de Albi au Hametz et il ira chercher dans ce dernier recoin qu'il n'a pas encore trouvé. Cependant, il y a un autre avis qui pense que s'il a complètement terminé s'il a complètement terminé de rechercher le Hametz, il pourra quand même dire la bracha le lendemain. Le lendemain, quand il va détruire le Hametz, il pourra dire la bracha Albi au Hametz, parce que, comme on a dit, le Albi au Hametz va essentiellement sur le fait de brûler le Hametz, de le détruire. Et donc, cet avis pense qu'il pourra dire la bracha avant de détruire le Hametz le lendemain. Ce n'est pas la halakha qu'on suit, mais effectivement, on peut considérer d'une certaine manière ce point de vue, et donc celui qui a oublié de dire la bracha et a terminé de rechercher le Hametz, eh bien, le lendemain, il dira la bracha, mais sans dire le nom d'Hachem. Donc, ce n'est pas la halakha, mais on considère quand même cette opinion, et donc, on va dire la bracha sans dire le nom d'Hachem. On continue dans les lois de la bénédiction. Donc, une fois qu'il a dit la bénédiction, il a dit la bracha albi au Hametz, il va maintenant s'apprêter à rechercher le Hametz. Eh bien, comme toute autre mitzvah, il est très important de ne pas parler entre la bracha et le fait de rechercher le Hametz. Alors, entre la bracha et le moment où on commence à rechercher le Hametz, c'est un moment très crucial. Et il ne faut surtout pas parler. Même une chose qui est reliée à l'abdika, il ne faut pas parler. Il ne faut pas le dire. Même si c'est des Dvar Torah, même si c'est quelque chose qui concerne vraiment, qui est important pour l'abdika, il faut éviter absolument de parler. S'il n'a vraiment aucune autre option que de parler pour pouvoir effectuer la recherche, alors il parlera. Mais de manière générale, il faut éviter complètement de parler. S'il a parlé de choses qui sont liées à la recherche du Hametz, alors il n'aura pas besoin de refaire la bracha. Si c'est quelque chose qui ne concerne pas l'abdika, eh bien il devra refaire la bracha. Maintenant, une fois qu'il a déjà commencé l'abdika, à ce moment-là où également il n'est pas bon de parler. Il ne faut pas parler jusqu'à la fin de l'abdika, mais s'il a parlé, il ne doit pas recommencer la bracha. Alors, pourquoi est-ce qu'il est absolument important de ne pas parler pendant qu'on fait l'abdika? On pourrait se dire, bon, si j'ai fait la bracha, entre la bracha et la mitzvah, je ne dois pas parler. C'est une chose. Pourquoi? Parce qu'il faut relier l'action avec la bénédiction. La bénédiction doit être reliée complètement à l'action et ne pas être interrompue par une parole quelconque. C'est une chose. Mais si je suis déjà dans l'action, je suis déjà au milieu de l'action, au milieu de la recherche du Hametz. À ce moment-là, je ne fais pas une interruption parce que c'est une grande action.
Donc, c'est pas une interruption de parler, ça pourrait être accepté. Comme on le voit par exemple pour une autre mitzvah qui se prolonge sur de longs instants, comme par exemple, le Shulchan Aruch nous dit ici l'exemple de la mitzvah de Souka. Celui qui est assis dans la Souka, il va faire la bracha et Shem Souka, de s'asseoir dans la Souka. Mais on voit bien qu'une fois qu'il a dit la bracha et qu'il est assis dans la Souka et qu'il a accompli la mitzvah de la Souka, tout le temps qu'il est assis dans la Souka, il continue à accomplir cette mitzvah. Et on ne l'empêche pas de parler à ce moment-là. Il a le droit de parler alors même qu'il est en train d'accomplir cette mitzvah. On pourrait penser la même chose pour Bdikat Hametz. Je suis en train d'accomplir la mitzvah de rechercher le Hametz. Eh bien, au milieu de la mitzvah, je peux parler. Ce n'est pas une interruption puisque je suis au milieu de la mitzvah. Eh bien, ce n'est pas la même chose pour la raison suivante, parce que celui qui est assis dans la soukha, au moment où il a accompli la mitzvah de la soukha, au moment où il va parler, il veut parler, à ce moment-là, il peut sortir de la soukha. Et donc, il n'a pas eu d'obligation de rester dans la soukha. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas, voilà, une fois qu'il est resté le temps nécessaire pour manger la certaine quantité, il n'a pas l'obligation de rester dans la soukha. Il peut partir à tout moment. Et donc, ce n'est pas une interruption au milieu d'une seule mitzvah, parce que c'est comme une nouvelle mitzvah à chaque fois. Par contre, Béou Chametz, il a l'obligation de rechercher le Chametz. Donc, dès le moment où il va faire la bracha, où il va dire la bénédiction al Béou Chametz, eh bien, il rentre dans cette action de rechercher le Chametz. Et tant qu'il n'aura pas fini de trouver ce Chametz-là, tant qu'il n'aura pas complètement terminé, eh bien, il est encore dans la même mitzvah. Et il ne peut pas s'arrêter. Il a l'obligation de rechercher ce Chametz, parce que les Chachamim lui ont demandé de rechercher ce Chametz le jour d'avant Pessah. Et donc, il est au milieu d'une seule action. Il n'a pas le droit de s'interrompre. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler au milieu de cette recherche du Chametz. Sur qui incombe la mitzvah de rechercher le Chametz, et donc sur qui incombe la bracha. C'est ça qui nous concerne aujourd'hui. On est en train d'apprendre les lois de la bracha de Bdikat Hametz. Donc, qui est-ce qui doit dire la bracha de Bdikat Hametz? Eh bien, c'est le maître de maison qui doit dire la bracha de Bdikat Hametz. Et même si tous les autres, les enfants, tous ceux qui vivent dans la maison, eh bien, ils se rendent aussi quittes de cette recherche, parce qu'ils ont tous la mitzvah de rechercher ce Hametz, eh bien, ils sont complètement acquittés par la bracha du Baal HaBayit. Et même si tous les autres enfants de la maison et les autres personnes qui sont dans la maison vont l'aider activement à rechercher ce Hametz-là, admettons si par exemple une personne elle a plusieurs maisons, et bien si elle a plusieurs maisons, elle n'aura pas le temps ou n'aura pas la force de pouvoir aller vérifier chaque maison. Donc, elle peut, si elle veut, dire la bracha, tout le monde répond Amen, et ensuite chacun se sépare dans son endroit pour aller vérifier le Hametz, chacun dans son endroit. Ou bien si c'est une très grande maison, eh bien on peut se partager et dire la bracha, et qu'ensuite chacun va chercher dans un endroit. Toutefois, il est préférable que ce soit la même personne qui recherche dans toute la maison, parce que, évidemment, quand Hachem nous donne une mitzvah, eh bien, il est important de prendre cette mitzvah à cœur et de la faire soi-même, et de ne pas déléguer d'autres personnes pour la faire. Et donc, le maître de maison a l'obligation de faire cette mitzvah-là, et même s'il a la possibilité de nommer d'autres personnes pour l'aider à le faire, eh bien, c'est mieux qu'il le fasse lui-même. Alors, une question qu'on peut se poser sur la bracha, encore une fois, de l'abdika, de la recherche. Est-ce que quelqu'un qui a fait la bracha al Chametz, et admettons qu'il n'a pas trouvé de Chametz, est-ce que la bracha a été une bracha en vain ou pas? Est-ce que la bracha a été utile ou pas? Est-ce qu'il a fait une bracha levatala? Est-ce qu'il a prononcé le nom d'Hachem sans raison valable? Est-ce que c'est le fait de trouver le Chametz
qui est important ou bien c'est le fait de le rechercher? Eh bien, c'est le fait de le chercher. Alors, on voit bien que on a une coutume, il y a une coutume de disperser 10 morceaux de pain dans la maison. Eh bien, il faut savoir que ces 10 morceaux de pain ne sont pas une loi fondamentale, ne sont pas une halakha, ne sont pas une loi, un ikar adin. Mais c'est seulement une coutume que qui s'est répandue dans les communautés depuis bien longtemps. Et c'était une coutume qui est très ancrée, qui est appelée Minag Israël Torahi, ça fait vraiment partie de la Torah. Donc c'est un minag qui est certes très important, mais c'est un minag qui n'est pas un din. Et donc ce n'est pas dans ça que dépend la bracha de Bdikat Hametz. Celui qui a fait la bracha de Biur Hametz et qui n'a trouvé aucun des 10 morceaux de pain n'a pas fait une bracha la batala, la bracha est valable. Parce que, comme on l'a dit, l'important et la mitzvah est de rechercher le chametz et non pas de le trouver. À propos de ces 10 morceaux de pain, eh bien, il est important de prendre un chametz qui ne fera pas de miettes. Parce que voilà, on est à la veille de Pessah. Le but étant de rechercher d'enlever tout le chametz de la maison, il ne faudrait pas que ces 10 morceaux de pain répandent plus de chametz que ce qu'elles vont aider à en trouver. Et donc, il faut bien faire attention à prendre un chametz qui ne s'émiette pas et aussi également l'envelopper, bien le protéger pour ne pas que, par exemple, des souris ou des enfants puissent prendre le chametz et le déplacer d'un endroit à l'autre. Et dans ce cas-là, on ne pourra plus le trouver. On aura du chametz qui se balade dans la maison euh, sans la connaissance des propriétaires. Donc voilà, il faut bien faire attention à ces morceaux de pain. Et puis, même s'il ne les a pas trouvés, la bracha n'a pas été en vain. Voilà. Et s'il n'y a pas les 10 morceaux de pain, par exemple, eh bien, il faudra quand même faire la bracha al biur chametz. On va terminer ce siman, donc les lois de la bracha de Bdikat Chametz, avec une dernière halakha, en ce qui concerne certains qui sont très scrupuleux et qui font attention à se laver les mains avant Bdikat Chametz. Alors, il est vrai que, de manière générale, on dit que les chachamim ne sont pas très favorables au fait de se laver les mains en dehors des fois où les chachamim ont imposé un lavage de mains. Il y a beaucoup de fois où les chachamim ont demandé de faire des tilat yadayim, et les chachamim ne voient pas d'un très bon œil le fait de faire des tilat yadayim en plus des raisons qu'eux-mêmes ont citées. Pourtant, faire des tilat yadayim avant Bdikat Chametz, c'est une bonne chose, parce que le fait même de rechercher le chametz, c'est une certaine manière, c'est une manière de se purifier, de se préparer à la fête de Pessah, et donc c'est pour rajouter de la pureté à la fête de Pessah. Et donc la Netilat Yadayim, le fait de se laver les mains, est dans cet ordre d'idée, de fait de se purifier avant Pessah. Voilà. Évidemment, voilà, on va terminer avec une idée de Chassidut, justement du fait que le fait de rechercher le chametz, eh bien, c'est également avant Pessah, le fait de rechercher et de détruire le chametz qui est en soi, ça veut dire tout sentiment d'orgueil, tout sentiment de gonfle, voilà, le fait d'être gonflé d'orgueil envers Hachem. Donc ça veut dire voilà, faire plus de place à Hachem et enlever le chametz qui nous fait gonfler, qui empêche la shrina de rentrer en nous. Voilà.